Messieurs, dames, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents ce soir. Nous sommes aujourd'hui là pour un sujet qui porte sur les degrés, pas les degrés de coule, pas les degrés de pente, mais quelques mesures concrètes pour rester en dessous de plus de 1,5 degré. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour ce panel Madame Frédérique Perler, qui est conseillère administrative de la ville de Genève, en charge du département de l'aménagement, de la construction et de la mobilité. Monsieur René Longet, qui est expert en développement durable et auteur d'un plan de survie de l'humanité aux éditions Jouvence 2020, édition 2020. Monsieur Grégoire, je vous en prie, oui, vous pouvez montrer sans autre. Non, je ne voudrais pas m'attribuer l'honneur d'avoir inventé les objectifs de développement durable. Donc en fait, le plan de survie de l'humanité, c'est une manière de décrire ou de raconter les objectifs de développement durable qui ont été validés par les Nations Unies il y a exactement 5 ans. Donc l'auteur, c'est les Nations Unies. Et moi, je contextualise et je donne les clés, au fond, d'une application plus pratique. Je vous remercie. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Monsieur Grégoire Chambat, qui est rédacteur adjoint de la revue militaire suisse. C'est peu commun d'avoir dans notre panel une personne de ce bord, et c'est très intéressant et je me réjouis de le questionner et de l'entendre. Et enfin, la personne que vous connaissez certainement tous, Monsieur Philippe de Rougemont, chargé de projet de Noé 21 et contributeur de plan d'action Urgence climatique, diminuer de 60% les émissions de CO2 à Genève d'ici 2030, aux éditions 2020. Je laisse peut-être Monsieur Philippe de Rougemont commencer à vous présenter le sujet. En brève introduction, je rappelle que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Je pense qu'ici, tout le monde est au courant. En ce qui concerne les facteurs, en règle générale, qui influencent assez massivement cette urgence climatique. Vous m'entendez tous, là? Ouais. Cette urgence climatique, vous savez qu'il y a de nombreux facteurs, la finance, l'infrastructure, la mobilité, l'agriculture industrielle, etc. Et puis, bien évidemment, que nous pensons tous à l'accord de Paris qui demande, avec la ratification de la Suisse, une diminution de 60%, de 50%, j'ai repris l'idée de M. Philippe de Rougemont, de 50% d'émissions d'ici 2030, visant à contenir le réchauffement climatique. Et enfin, nous avons la loi sur la CO2 qui a été récemment adoptée au Conseil national, sur laquelle on reviendra aussi aujourd'hui. Alors, M. de Rougemont, je vous laisse commencer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien là, ça va ? Merci de m'avoir invité, c'est un privilège d'être ici. Il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient être là à ma place pour faire cet exposé, notamment les personnes qui ont contribué à réaliser le plan climat cantonal, moins 60% de CO2 d'ici 2030. Je pense à Jérôme Strobel, Félix Dalang, Pierre Gauthier, beaucoup d'autres contributeurs. Peut-être parmi vous, il y avait des personnes qui étaient pendant cette journée de stand au Bastion, ou bien qui ont participé à des conférences pendant cette semaine, et celles aussi des rencontres du développement. Donc on a la tête pleine de ça. Et ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est un peu sous le contrôle de beaucoup de personnes que j'ai pu interroger au Bastion, des spécialistes de la transition énergétique et écologique en général. Donc je parle aussi au nom d'autres personnes. Voilà, donc la question, est-ce qu'on peut réduire de 60% les émissions de CO2 d'ici 2030? Oui, on peut même réduire plus que cela. Donc dans ce document-là qui est en libre accès sur Internet, sur notre site noe21.org, sous la rubrique documents, on a fait sur une quarantaine de pages, pour chaque secteur d'émission, une série de mesures à prendre. Donc les trois types de mesures sont d'abord la sobriété énergétique,
La sobriété, c'est tout ce qu'on a entre nos mains et qui dépend de nos comportements et qui ne sont pas la technologie. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique, c'est par exemple remplacer une pompe de circulation d'eau dans les caves des immeubles. On en met une nouvelle qui consomme moins, personne ne change de comportement. Il n'y a pas besoin de prise de conscience, c'est un changement technique, ça s'appelle l'efficacité énergétique, deuxième pilier. C'est là où on est très fort à Genève. Et puis ensuite, sur le troisième côté, c'est les renouvelables, c'est-à-dire qu'on va aller forcément vers une société à 100% renouvelable, soit par épuisement des ressources, soit parce qu'elles sont trop chères, soit parce qu'on aura réussi la transition. Donc voilà, c'est ces trois piliers-là. Les secteurs envisagés sont évidemment le bâtiment. Chauffer les bâtiments pendant les mois d'hiver, pendant les quelques mois d'hiver, ça représente la moitié de toutes les émissions de CO2 sur les 12 mois de l'année. Chauffer l'eau aussi. Ensuite, il y a la mobilité aérienne, les avions, la mobilité terrestre, l'électricité. Et oui, l'électricité aussi, parce qu'on en importe, et celle qu'on importe est souvent très sale, elle vient du charbon. Et puis la consommation. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre par personne en Suisse sont représentées par les objets et les services qu'on importe en Suisse. Donc on a sérié toute une série de mesures qui sont disponibles, des choses qu'on sait faire, soit par nos comportements, soit par une influence sur les comportements des entreprises et des ménages. Donc oui, on sait faire. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Parce que ça fait depuis au moins 1992, 72 si on pense à Stockholm, ça fait depuis 1992 qu'on a tiré la sonnette d'alarme au niveau mondial et que les gouvernements au sein de l'ONU se sont dit il faut qu'on fasse la part des choses, est-ce que c'est sérieux ou pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et dans quelle mesure doit-on réduire les émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que depuis 1992, on y travaille. Et depuis 1992, il y a des progrès. Est-ce qu'ils sont suffisants? Bien, clairement non. Mais on voit des secteurs où il y a des vraies améliorations dans notre canton, c'est les bâtiments. On consomme moins, on émet moins de CO2 pour avoir la même température que hier. Donc ça, c'est un signe d'espoir. C'est nettement insuffisant, mais on bouge et chaque année, on émet moins. Ensuite, la mobilité terrestre, là, c'est un problème. On est tellement riche en Suisse que les voitures qu'on a polluent beaucoup plus que les voitures dans d'autres pays. Et donc, c'est des gros véhicules et on n'arrive pas à réduire et à changer les modèles d'importation au niveau législatif fédéral. Puis ensuite, au niveau de l'aviation, c'est la catastrophe totale. Vos émissions, en une année, tous secteurs confondus, sont doublées par un vol aller-retour intercontinental. On a la Covid qui montre que c'est possible de vivre avec beaucoup moins de vols, et la Genève internationale s'adapte aussi. À ce sujet, quelqu'un d'Active Trafic me racontait qu'elle avait eu la chance de rencontrer le secrétaire général de Doris Leuthard, qui était conseillère fédérale, et ils avaient parlé notamment de l'aviation, et elle avait dit « Ah, mais l'aviation est hors du périmètre de l'ONU, on a décidé de ne pas travailler là-dessus », ce qui est vrai. Le transport international est hors périmètre du GIEC. Donc là, c'est un réel problème, et elle l'a même dit, donc on ne va pas agir là-dessus. C'est une attitude légaliste qui est inacceptable. Ensuite, il y a le domaine de la consommation, donc je disais, c'est la moitié de nos émissions, et là, il y aurait beaucoup à faire, il y a un potentiel énorme, il est possible aujourd'hui de quasiment rien acheter de neuf, tellement on a importé de choses ces dernières décennies, tellement de choses sont réparées ou réparables, trouvables en seconde main, et quand on doit acheter, souvent c'est parce qu'on jette. Est-ce qu'on doit vraiment jeter? Est-ce qu'on peut réparer? Encore une fois, oui, c'est tout à fait possible, même de faire moins 80% en 2030, c'est une question de décision. Alors, on a un problème de perception du risque. En 1939, on a fait face à un risque tout à fait classique, c'est une armée à nos frontières. Et la Suisse, comme tout pays, en 1939, il y a la déferlante nazie qui arrive sur l'Europe, est très inquiète. Et l'Assemblée fédérale décide, par un arrêté fédéral, de donner des pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Les commissions permanentes de l'Assemblée fédérale travailleraient pour le Conseil fédéral. Il peut légiférer, il peut faire des ordonnances, gouverner par ordonnance.
Et comme ça, les choses vont beaucoup plus vite. Et il a des budgets illimités. Et ça, c'était pour faire la fameuse mobilisation. Et ces pouvoirs pleins ont duré jusqu'en 1949 parce qu'ils y ont pris goût au Conseil fédéral. Ils ont bien aimé ça. C'était vraiment pratique de ne pas devoir passer par l'Assemblée fédérale. Et c'est la Ligue vaudoise, très étonnamment, la Ligue vaudoise, qui n'a rien de très démocratique à la base, qui a lancé une initiative fédérale qui a passé par 50,7%, pas 57, 50,7% par les poils. Et cette initiative a enlevé les pleins pouvoirs au Conseil fédéral et on en est à la situation actuelle. Et pourquoi je parle de politique? C'est parce que le constat, d'abord, oui, on peut. Deuxième constat, on avance, mais largement insuffisamment. Là, le constat est net. Toutes les personnes avec qui j'ai pu parler, et encore aujourd'hui, disent qu'on est hors cible. Et même le président du Conseil d'État, Antonio Odgers, a dit lors d'une conférence des rencontres du développement qu'on n'y arrivait pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un peu lourd comme constat, mais c'est important de regarder les choses en face dans tous les domaines de la vie. Ce qu'on voit comme constat, je suis à 7 minutes, je vais accélérer, c'est que le système de prise de décision actuel ne nous permet pas d'atteindre les objectifs indispensables de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui nous permettraient d'éviter une catastrophe. On a un système politique qui est très très bien fait, qui a permis depuis 150 ans de créer l'État social, les caisses sociales, de créer un consensus par des manifestations, un nombre incalculable de réunions, de sessions parlementaires. Et il y a une solidarité entre classes de revenus, alors pas assez pour la gauche, mais quand même elle existe, il faut un peu faire une comparaison. Et puis il y a une solidarité entre générations, les actifs payants pour les retraités, etc. Et ça a été fait avec grande patience. Mais ce système-là fonctionne pour les vivants. La démocratie n'a pas été faite pour être responsable envers les gens qui n'ont pas encore la parole, qu'on ne peut pas écouter parce qu'ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils ne sont pas encore nés, ou alors c'est le restant du vivant, le végétal et les autres animaux. Donc on a une démocratie qui est totalement inopérante pour répondre aux défis et aux exigences absolues de réussite. Ça, c'est un constat. Il faut essayer de sortir de 1945 où on se disait c'est la démocratie ou la barbarie, la démocratie ou le fascisme. On peut approfondir la démocratie. Je vais donner 3 exemples et ensuite je vais rendre la parole. Un exemple, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les pleins pouvoirs. Bon, c'est une chose. Ensuite, il y a en France, il y a le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, C-E-S-E, et il y a une tentative en 2017 à l'Assemblée nationale d'en faire une chambre du futur, c'est-à-dire qu'ils pourraient boycotter ou ils pourraient mettre leur veto sur les décisions de l'Assemblée nationale parce que ça ne correspond pas aux générations futures. C'est une autre hypothèse. Au Japon, il y a aussi eu une tentative, enfin, une association qui travaille sur une 3e chambre, Dominique Bourg a aussi travaillé là-dessus, qui représentait les générations futures. Et ensuite, il y a ce que Extinction demande et travaille, c'est les assemblées citoyennes, avec plusieurs communes à Genève, ils font ça. J'arrête là-dessus. Les assemblées citoyennes sont intéressantes parce qu'on prend l'exemple de l'Irlande où la question de l'avortement a été dépassée et solutionnée parce que des citoyens ont été pris au hasard, ont discuté, ont auditionné beaucoup de personnes et ont dit oui, on veut ça. Ça a passé en votation et les gens qui votent ont vu que des citoyens consultés étaient plutôt pour. Des gens qui ne voulaient pas être au pouvoir, qui ne voulaient pas et qui représentent peut-être davantage la population. Voilà. Donc il faut mettre en place des solutions pour approfondir la démocratie si on veut réussir. Je vous remercie. Ce qui me fait rebondir tout de suite sur ma première question à ma gauche. Est-ce que vous estimez que l'instrument juridique tel que connu dans la démocratie aujourd'hui, par exemple la loi sur le CO2, est suffisante, elle couvre le sujet, elle va assez loin? C'est pour moi la question? S'il vous plaît. Alors, je regardais notre conseil administratif, je me suis dit qu'elle allait être ravie de supprimer le conseil municipal. Ce serait tellement plus agréable de gouverner à 5 que de discutailler avec 80 personnes, même si c'est une majorité qui vous soutient aujourd'hui, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Enfin, plaisanterie à part, peut-être juste pour renvoyer sur cette question des institutions, on peut en débattre. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il peut y avoir des assemblées de citoyens. La Convention en France sur le climat, enfin la Convention citoyenne sur le climat, a montré que des consensus
émergeaient de personnes, j'allais dire, de la population qui n'avaient pas de carrière politique devant elles ou n'étaient pas insérées dans un système électoral qui était beaucoup plus proche des exigences factuelles et beaucoup plus éloigné des lobbies qui d'habitude polluent le débat politique. Donc ça me paraît intéressant. Mais je pense que le vrai problème, il n'est pas vraiment dans les institutions aujourd'hui. Mais je répondrai à la question de la loi. Je pense qu'il est dans le rythme et la capacité que nous avons de nous sortir de 2 siècles, quelque part, de trajectoire où on nous a promis quelque part le progrès. Alors je pense qu'aujourd'hui, on solde quoi? On paye quoi? On paye 200 ans de révolution industrielle, le 19e, le charbon, le 20e, le pétrole, et toute notre société est fondée sur le pétrole. Le plastique, c'est du pétrole, il y a du pétrole partout. Alors se libérer de ça, évidemment, ça prend un certain temps. Donc il y a les institutions, oui, elles ne sont pas toujours appropriées, mais c'est aussi ce qu'on a dans nos valeurs. On est né dans l'idée que c'était un progrès de ne pas avoir à se soucier d'où venaient les ressources, de ne pas avoir à se soucier qui les fabriquait, et de ne pas avoir à se soucier de qu'est-ce qui se passait quand on les jetait. Je pense qu'on est né dans une société de l'insouciance, et l'innocence de cette société, elle est perdue, elle est cassée, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, il faut sortir de là, et ce progrès nous a conduit dans une impasse, et ce progrès du presse-bouton et aussi ce progrès de se dire finalement on casse la planète, mais il y aura toujours un scientifique, il paraît qu'un prix Nobel va être bientôt dans la salle, qui lui ne croit pas à ça, qu'il y a toujours un scientifique avec sa baguette magique qui va nous réparer la planète qu'on a cassée. Donc on peut casser les jouets, puis la science va réparer ça. Eh bien c'est faux. C'est faux, ça n'arrivera pas. Et donc on doit vraiment, on est programmé depuis 200 ans à croire à ça. Et je pense que ça c'est la révolution radicale qu'on doit avoir dans nos esprits, de se sortir de cette irresponsabilité. Et ça prend plus de temps que la nature, abîmée aujourd'hui par l'humanité, nous laissera. C'est ça le vrai problème. Prendre conscience qu'on a fait fausse route, trouver d'autres solutions qui techniquement existent, alors Philippe le dit, puis on le sait, mais les adopter de manière, j'allais dire, émotionnelle et se rendre compte que c'est notre salut qui en dépend, ça c'est une autre histoire. Alors la loi sur le CO2 est un bon exemple. Le Parlement a un peu changé, plus de femmes, plus de verts. La loi sur le CO2, elle est bien meilleure maintenant que celle qui était, il y a 2 ans, sur la table du Parlement. Mais, c'est comme toute loi, qu'est-ce qu'il y a dans une loi? Il y a des principes, il y a des normes, il y a des délais. Je l'ai parcouru, il y a 42 pages, je crois, sur le site de l'Assemblée fédérale. Ça a été voté vendredi, en votation finale. Donc, voilà, il y a beaucoup de chiffres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un délai, même si... Il n'y a pas de référendum, mais apparemment il y aura un référendum lancé par les mêmes que ceux qui ont attaqué la loi sur l'énergie il y a quelques années. Ça fait juste perdre 2 ans. Mais voilà, avant 2025, je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment épuisé tout le potentiel de la loi. C'est la mécanique juridique qui est comme ça. On n'y peut rien. Le Parlement, il n'est pas responsable de ça. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est la loi, c'est très bien, mais c'est aujourd'hui qu'on doit agir en fonction de notre connaissance des sujets. Et là, moi, je prends un tout petit peu de hauteur quand même, parce qu'on a parlé de 1,5 degré. 1,5 degré, c'est rester en dessous de ça, c'est l'accord de Paris qui le dit. Aujourd'hui, on est déjà à 1,1 degré. Donc, il nous reste, je crois, même pas un demi-degré. Et la dynamique ne va pas du tout dans ce sens. On l'a un peu infléchi, mais comme là aussi, Philippe de Rougemont l'a rappelé, on a un petit peu augmenter l'empreinte écologique à l'extérieur, on l'a un peu réduite à l'interne, mais grosso modo, notre impact n'a pas beaucoup bougé. Il suffit de voir le parc automobile qui circule un peu partout pour se rendre compte que le citoyen ou la citoyenne consommateur pas vraiment intériorisé que ça devient aberrant d'avoir des voitures énergivores comme il en circule encore aujourd'hui. Je ne parle même pas d'autre chose, transport public, de la marche, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Il y a une dynamique qui commence à être vraiment, j'allais dire, quelque part irrécupérable. Moi, j'ai vraiment le souci que fondamentalement, ce qu'on a mis en place s'autonomise par rapport à toutes les capacités qu'on a de régulation. Le permafrost disparaît, se liquéfie en eau à grande vitesse. Il a fait jusqu'à 35 degrés en Sibérie, 2 années de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des immenses quantités de méthane qui sont lâchées. C'est un des effets de serre, gaz à effet de serre. Le plus important, c'est le CO2, 80%. Mais le méthane, il est aussi bien là. On incendie massivement, avec l'aval actif d'un certain nombre de gouvernements,
les forêts tropicales. Il n'y a pas que l'Amazonie, il y a aussi, on abat les forêts pour l'huile de palme en Indonésie, on détruit au Congo, etc. On regarde l'Amazonie à juste titre, mais il n'y a pas que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on incendie des forêts? On émet de nouveau du CO2 massivement et on diminue la capacité de la végétation d'en absorber. C'est assez logique. Donc, on est aujourd'hui dans des dynamiques, notamment la disparition des glaciers et ce qui se passe aux pôles, qui peuvent tout à fait s'emballer sans qu'il soit possible même de les réguler. Et je vous rappelle que le CO2, c'est 1 siècle dans l'atmosphère. Donc on est vraiment, je pense qu'il faut vraiment se dire que quand on parle urgence, comme l'a décrété le Grand Conseil, le Conseil municipal, je crois aussi, enfin, un certain nombre d'autorités ont décrété l'urgence climatique, mais personne ne parle d'urgence en réalité. C'est des mots, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est quand il y a eu le Covid. Là, il y a eu l'urgence. Je n'ai même pas besoin de remonter en 1939. Le Covid a été considéré comme un danger immédiat. Eh bien, les lobbies, on ne les a pas écoutés une seconde. On a fermé des entreprises, on a fermé les aéroports, on a fermé les frontières en une nuit. Alors là, ça ressemblait à 1939. En une nuit, il y avait des blocs de béton tout autour de Genève. Eh bien, là, il y en avait un sentiment d'urgence. Mais je pense qu'on est tous d'accord que le changement climatique est infiniment plus dangereux que le Covid. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, avec le Covid, on a été capable de prendre des mesures. Je ne sais pas si c'était les bonnes, je ne veux pas en parler, mais on a été capable de le faire, même dans le régime politique actuel, même sans régime de guerre. Mais pour le CO2, non. Nous, on continue à causer, à dire ouais, oui, on a encore jusqu'en 2030. Si j'ai bien les lois fédérales, c'est moins 50% pour 2030. Genève dit moins 60%. Voilà. Je ne sais pas si la nature, pas nous, la nature, parce que les lois de la nature, elles ne se votent pas dans les parlements. Hein, ça, les lois de la physique et de la chimie se votent nulle part, elles existent. Ben, je ne sais pas si la nature nous laissera le temps d'attendre placidement qu'on descende la pente, dont je ne suis pas sûr qu'on arrive encore à imaginer comment faire. Alors moi, quand même quelques propositions, je pense qu'on peut immédiatement réaliser. Moi, je serais pour un boycott, vraiment genre marche du sel de Gandhi, hein, parce que Gandhi, il y a un siècle, il a lancé la marche du sel, le peuple indien n'avait pas le droit de vote, hein. Le peuple indien était colonisé, le peuple indien ne savait pas lire et écrire, ben, ils ont compris que le sel, il fallait le chercher dans la mer parce qu'il y en avait. Puis ils n'avaient plus besoin de l'acheter aux Anglais. Donc finalement, si nous, on boycotte tout ce plastique, par exemple, ça fait de l'effet. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre une loi. On peut boycotter le plastique demain. Si on arrête, si on réduit le chauffage de 1 degré, c'est 7% de moins de consommation. Ben, est-ce qu'on a besoin de chauffer nos appartements, même maintenant qu'il commence à faire froid, à 23 degrés? Ben, je ne pense pas. Je pense qu'on doit s'habituer peut-être à revenir à 20 ou à 19. Ce n'est pas très agréable, mais quand le ciel nous tombera sur la tête, ça va être autrement plus désagréable. Puis quand les gens se feront la guerre entre eux parce qu'il n'y aura plus assez de ressources, quand on voit ce qui se passe en Amazonie, quand on sait pourquoi on détruit la forêt, eh bien c'est pourquoi, vous le savez tous, c'est pour la colonisation agricole de l'agrobusiness. C'est pour mettre des pâturages, c'est pour mettre du soja. À quoi ça sert? C'est alimenter, j'ose dire, le circuit de la viande industrielle, qui en plus est considéré par l'OMS comme cancérigène. C'est complètement délirant. Tout l'agrobusiness est délirant aujourd'hui, ça ne tient pas la route. C'est 1/3 des gaz à effet de serre, c'est l'agrobusiness mondial. Ben, on décide de boycotter un certain nombre de produits. Je pense que ça, c'est la vraie action qui fera que la loi, ben, c'est bien qu'elle arrive, mais il n'y a pas que la loi au monde. Le consommateur, du jour au lendemain, peut décider d'acheter d'autres types de voitures. Je trouve scandaleux qu'il y ait autant de 4x4, d'énormes véhicules rutilants, on n'arrive même plus à passer à côté. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, ce soir, demain, puis ça changera la donne. Et je peux vous dire que l'économie, elle suivra, et la politique sera contente. En tout cas, ceux qui ont envie d'avancer seront contents, parce que tout sera déjà, dans l'opinion publique, devenu une évidence. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, le politique sera content, semblerait-il. Alors, Madame Perler, le politique sera content. On reproche, à demi-mot, c'est un peu trop tôt, aux politiques verts d'être présents, d'être sur le terrain, en nombre, cette fois, et que quand même, ça va trop lentement. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, même si on est entre nous, c'est-à-dire convaincus
par la cause de l'urgence climatique, eh bien, oui, le politique, il est interpellé. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai choisi de faire de la politique déjà depuis les années 2003 au conseil municipal, député au Grand Conseil, et me voilà à l'exécutif de la ville de Genève avec le choix d'un département stratégique au niveau de ce que je peux entreprendre s'agissant de l'urgence climatique. Tout à l'heure, M. Longet disait que l'urgence climatique, c'était des mots. Je suis assez d'accord lorsqu'on écoute des conférences, des experts, des universitaires et certains politiques, l'Europe, l'ONU. Mais ce que j'observe, c'est que le politique, oui, il peut agir, certes, mais à son niveau. Mon niveau, c'est un niveau très local. Je dépends du canton pour un certain nombre d'actions, sinon de la Confédération et sinon d'autres grandes lois supérieures. Et ce que j'ai observé, c'est que dans le malheur de la Covid, ce qui était impossible est devenu possible. Et M. Longet le soulignait tout à l'heure, en une nuit, on a hérissé des plots autour des frontières, mais on a aussi pu agir sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, la ville et le canton ont, en une nuit, tracé des pistes cyclables, des pistes Covid, que vous avez tous pu emprunter, ou au moins les voir, qui, elles, ont eu leur effet au fil du temps, puisque nous avons décidé d'entendre avec le canton de les faire perdurer. Donc, ce qui était impossible est devenu possible. Maintenant, il y a, avec la vague verte que vous connaissez au niveau national et puis même aux dernières élections françaises, ce qu'on observe, c'est que la population, elle a décidé de mettre au pouvoir un certain nombre de personnes qui, depuis des années, dénoncent les effets des changements climatiques sans être entendus. Il y a une prise de conscience, il y a eu les jeunes qui se sont mobilisés, il y a eu des manifestations sur le climat, donc il y a une certaine responsabilité très importante qui pèse au niveau des politiques qui veulent aider au changement du climat et opérer sur cette transition climatique. Alors, agir au niveau local, ce n'est pas si évident que cela, parce que, par exemple, moi-même, je dépends de lois cantonales, je dépends d'une administration qui est agile ou pas, il se trouve qu'elle l'est, en l'occurrence. Je dépends des niveaux d'investissement que nous pouvons avoir. Nous avons réussi au conseil administratif à augmenter la jauge des investissements pour accélérer la transition climatique. Ça, c'est notre volonté politique, mais nous dépendons aussi de la démocratie, c'est-à-dire d'un conseil municipal, de la population. Et nous comptons pour cela que la population et la société civile, donc des experts comme M. Longet, comme M. Rougemont avec Noé 21, poussent le politique. Ça, c'est une interdépendance qui est nécessaire pour pousser le politique à agir. Mais ce n'est pas si simple, parce que, par exemple, je vous parlais des pistes cyclables Covid pour justement opérer un changement au niveau de la mobilité. Ça suscite beaucoup de commentaires, beaucoup de craintes, et nous devons obtenir l'adhésion de la population pour aller vers une transition écologique et climatique. Donc, dans mon département, je peux agir sur l'aménagement, parce que l'aménagement, c'est ce qui définit le cadre de vie des gens. Au niveau communal, il y a peu de compétences, mais elle n'est pas nulle. La compétence, on peut avoir aussi une certaine influence et une marge de manœuvre sur des plans localisés de quartier, par exemple. Au niveau de la mobilité, nous dépendons
je dépends des autorisations du canton, mais ma marge de manœuvre se situe dans les relations avec le Conseil d'État pour obtenir son adhésion à la politique que je souhaite mener sur mon territoire. C'est-à-dire une ville où 45% de la population n'a pas de voiture, eh bien, c'est enfin privilégier les piétons et les cyclistes et qu'ils puissent retrouver leur place puisque notre ville elle a été construite et aménagée autour de la voiture. Il s'agit aujourd'hui de revendiquer cette place-là tout en laissant, et ça c'est très important, j'insiste là-dessus, tout en laissant la possibilité aux entreprises, aux petits artisans et aux personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler. Ce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vraiment faire. La mobilité, avec l'expérience de la Covid, nous a aussi montré que ce qui était impossible est devenu possible, par exemple, par le télétravail. Un certain nombre de personnes dans les entreprises et dans les administrations publiques ont été contraintes de se mettre au télétravail pour pouvoir continuer à faire marcher soit l'entreprise, soit la collectivité. C'était difficile, c'était très compliqué à mettre en place avant la Covid et aujourd'hui, on arrive en saisissant cette opportunité à mettre en place le télétravail. Et le télétravail, il sert à quoi? Il sert à diminuer la mobilité, à permettre à des personnes de moins se déplacer 1 à 2 fois par semaine. Ça, ce sont des mesures très concrètes et très rapides. La ville de Genève, elle peut aussi agir sur le patrimoine bâti, c'est-à-dire la ville, elle a quelques 800 bâtiments à gérer. On peut diminuer les chauffages, c'est-à-dire assainir ces bâtiments, installer du chauffage à distance, diminuer l'électricité, diminuer de 1 degré. Ça, ce sont des mesures très concrètes que j'ai déjà demandé de confirmer, d'accélérer, certaines étaient déjà en place, mais d'accélérer le mouvement pour les 5 prochaines années, et en particulier en 2021. Pour revenir à la mobilité, je termine dans 2 secondes, Madame la modératrice. La mobilité, elle induit aussi, c'est un facteur de pollution et de bruit, et on sait que le bruit, c'est le premier facteur de maladie des gens. Il y a aussi, au niveau de l'urgence climatique, la végétalisation de la ville, et là, nous avons un plan de végétalisation qui est assez clair au niveau des voies vertes, et j'ai plusieurs projets qui sont actuellement à l'étude. Certains pourront se réaliser l'année prochaine. Mais parfois, quand on plante des végétaux, il faut qu'ils aient le temps aussi de pousser pour obtenir aussi vite que possible une ville avec une canopée augmentée pour la rafraîchir. Ça veut dire se battre contre les îlots de chaleur, rafraîchir la ville, et tous ces éléments-là que vous découvrirez peut-être au fur et à mesure des questions. Je vous remercie, Madame. Alors, vous avez tous les trois, je crois vous aussi, Monsieur Dorgemont, évoqué le Covid-19, les mesures qui ont été prises durant le Covid-19, la manière dont la population s'est appropriée, en tout cas au début, ces mesures et a pris conscience qu'il en allait de sa santé. Donc ça me fait rebondir sur une question que je vous pose à vous, Monsieur Grégoire Chambas, vous qui êtes dans la sécurité, alors que les gens comprennent qu'il s'agit de leur sécurité, de leur santé, etc., quand il s'agit du Covid-19, qu'est-ce qui manque pour faire ce même lien avec l'urgence climatique, où on met quand même la population autrement plus en danger, comme l'a rappelé Monsieur Longer? Oui, alors avant de répondre à cette question, quelques éléments pour situer mon intervention et d'où je parle. Comme Philippe l'a évoqué, il y a d'autres personnes qui pourraient être à ma place.
j'ai été invité avant de connaître le titre du panel, mais je suis content si je peux amener une contribution. Mis à part les contributions que j'effectue dans le domaine de la défense et de la sécurité, en cas de la réflexion là-dessus, je travaille pour une publication qui est indépendante de l'institution militaire, qui se focalise sur ces thématiques-là. Et bien, mis à part ça, je me suis spécialisé autour des risques d'effondrement, et dans lequel il s'agit de pouvoir étendre la vision seulement défense au niveau plus grande sécurité. Et la question autour du changement climatique, respectivement, pour reprendre votre question, que fait la sécurité par rapport au changement climatique, elle est essentielle. Elle est absolument essentielle parce que derrière les problématiques de changement climatique, avec, comme l'a bien évoqué aussi René, c'est-à-dire une dynamique peut-être comment dire, irrémédiable, dans laquelle on a des feedbacks qui s'enclenchent, derrière tous ces mots, ces concepts savants, on a des problèmes d'accès à l'alimentation, d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, de possibles situations économiques de récession structurelle permanente. Et ça veut dire d'énormes difficultés à gérer toute la décroissance sociale. Aujourd'hui, nos sociétés, la paix sociale de nos sociétés est basée en partie sur l'achat de la coopération de ses habitants par des promesses, comme l'a bien évoqué René, avec le progrès de niveau de vie meilleur. En tout cas, c'est une question qui est éminemment sécuritaire. Et elle est malheureusement très peu comprise en tant que telle, à la fois par les partis, bien sûr, parce qu'on a un vrai problème, c'est que les politiciens sont structurellement toujours plus optimistes que les scientifiques, généralement à tort. Et deuxièmement, on a aussi un immense problème, c'est que les impacts sur la sécurité ou sa dégradation possible liée au changement climatique, mais pas que, parce qu'on a aussi, comme l'a aussi évoqué de manière liminaire Philippe, les pénuries énergétiques, ressourcielles à anticiper, plus encore après des effets liés à l'épuisement des sols, puis on ne va pas rentrer dans tous ces éléments-là, mais il y a une jolie liste, en tout cas, on pourrait la détailler dans un autre moment. Tout ça, ce sont des éléments qui sont peu abordés ou peu d'intérêt dans le milieu de la sécurité, que ce soit ce qu'on appelle la sécurité internationale, donc là où on étudie sur ces thématiques-là dans la Genève internationale, ou dans la sécurité beaucoup plus sectorielle, y compris jusqu'aux échelons de police. Le problème, c'est que dans ces milieux-là, on s'intéresse à la sécurité, comme d'ailleurs le politique, à la sécurité de l'immédiat. C'est de la sécurité des personnes, c'est de la sécurité au sens militaire du terme, et il s'agit de régler les problèmes immédiats, souvent par le maintien de l'ordre, ou le maintien d'un certain ordre. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces trajectoires qu'on vient d'évoquer, elles vont avoir des conséquences majeures sur justement ce même maintien de l'ordre, et qu'il s'agirait, dans une optique préventive, d'agir de manière à limiter les débordements futurs. Mais la culture professionnelle du milieu de la sécurité en Suisse est, d'après mes entretiens, en grande partie à l'étranger, en tout cas dans les pays occidentaux, est totalement absente dans les autres pays, y compris qui sont déjà touchés par des impacts de ce type-là, comme la Chine, fait qu'on s'y intéresse très peu. On s'y intéresse très peu parce que aussi, derrière la question de la sécurité, il y a la question de la maîtrise. C'est difficile pour des spécialistes de la sécurité qui ont l'habitude d'être en totale maîtrise de leur sujet ou maîtrise justement de l'immaîtrisable, c'est-à-dire le désordre public, d'accepter de penser en des termes dans lesquels on ne sait pas, et il y a peut-être une famine, il n'y en a peut-être pas, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est pas seulement il faut éviter les pillages, mais il faut faire du coup de la répartition juste de la nourriture pour éviter des dynamiques qu'on appelle de pillage. Et généralement aussi, quand c'est l'État qui vient se saisir des ressources, on n'appelle pas ça du pillage, mais quand c'est les habitants, c'est le cas. Mais ça, c'est une autre question. Du coup, pour donner un point, on va dire, pour aller plus droit au but, il y a un manque de connaissances énorme dans le milieu de la sécurité et le milieu militaire sur ces enjeux-là. Outre mes activités à la revue militaire suisse, je suis membre du Centre d'histoire et de prospective militaire depuis, et on a lancé la première formation en Europe francophone sur les implications sécuritaires d'environnement opérationnel structurellement dégradé. On est un institut non-profit de moyenne, petite taille. Le fait que ce soit des instituts de ce type-là qui lancent des formations d'une magnitude sur ces enjeux-là, alors que
ils sont colossaux et que ce ne soit pas des instituts du type l'IHEID, enfin le Graduate Institute ou bien le GCSP ici à Genève, montrent qu'on a un vrai problème aussi de socialisation des acteurs académiques de la sécurité. Alors, tous ces mots pour dire que, y compris chez les plus jeunes, que ce soit des opérationnels ou en fait des académiques, il y a généralement peu le sentiment qu'ils vont être touchés par les impacts sécuritaires, y compris comme le Covid. Donc, il n'y a pas cet intérêt-là ailleurs non plus, dans la Berne fédérale ou à Zurich ou en fait ailleurs à Washington, même s'il y a des think tanks qui commencent à se monter, mais ça reste très sectoriellement sécurité, parce que quand on réfléchit sécurité, généralement, c'est pas pour dire il y a une action à faire aujourd'hui, c'est du coup anticiper des émeutes de la faim, y compris dans les pays occidentaux. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on va mettre les services d'ordre pour éviter que ça dégénère? Donc, au lieu de résoudre le problème, c'est-à-dire à la racine, ou bien d'avoir une réflexion critique là-dessus, il s'agit de pouvoir mieux le résoudre en maintenant les pouvoirs en place. Ce qui pose, en fait, la question de l'utilité des services de sécurité dans la prévention. On pourrait penser que les services de renseignement auraient une vision plus, non pas forcément réaliste, mais une vision plus large de ces risques-là. Ce que montre la littérature et d'autres entretiens suggèrent que ce n'est absolument pas le cas, qu'il y a même une ignorance considérable des services de renseignement par rapport aux risques systémiques ou d'effondrement. Et ça a été mis en évidence notamment par l'ancien chef de la défense australienne. Chez nous, on a plus ou moins les mêmes problématiques. Mais ce qui vient suggérer, en fait, et c'est peut-être mon dernier point que j'aimerais évoquer, c'est que si tous ces acteurs de la sécurité ne font... Enfin, bien sûr que c'est difficile d'affirmer une généralisation, il faut être prudent, mais il y a la question sous-jacente de se dire, mais si, soit en fait ils ne sont pas au courant, ou s'ils veulent ça, ou si ça ne les intéresse pas d'être au courant, ou s'ils sont au courant, c'est juste pour résoudre le problème très pragmatique de gérer le désordre social. Qu'en est-il de la question de la fidélité à la nation et à l'État-nation? C'est-à-dire que, généralement, dans ces professions-là, en tout cas chez les militaires, on a la question de l'allégeance à une idée de l'État-nation et à sa protection. Si aujourd'hui, dans certains milieux qui sont rares, on fait de la prospective et qu'on ne peut pas être entendu ou qu'on ne peut pas en fait agir, alors que les degrés de certitude sont considérables par rapport aux désordres sociaux qui pourraient résulter de différents types de dégradation, alimentaire, vagues de chaleur, etc., pandémie, on l'a vu, est-ce qu'il faudrait reposer la question, enfin certains le posent, moi je ne le sais pas, mais je pense que c'est important de pouvoir le dire, la question de la trahison. La trahison donc, de ces agents de l'État qui, par leur inaction ou par leur manque d'action, mettent en danger non pas seulement des parties de population, mais la raison d'être même de l'État-nation, dans sa capacité à protéger sa souveraineté. Donc sur cette question-là, je redonne la parole à la modératrice. Je vous remercie beaucoup. C'est fort. C'est assez fort de considérer qu'effectivement, c'est une trahison à la population que de ne pas intégrer. Je le dis pas. Je dis que ça commence à être interrogé. Et il faut qu'on puisse se positionner là-dessus, parce que c'est une ligne de fracture qui pourrait fragiliser nos services, dans l'intérêt à la fois de la capacité des politiques de conduire, en étant suivis, respectivement de la défense ou de la protection d'un territoire donné. Je vous remercie beaucoup. Je remercie nos intervenants. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Jacques Dubochet, prix Nobel de la chimie. Si vous nous faisiez l'honneur d'avoir quelques mots de conclusion, professeur. Merci. Bonjour. Vous m'avez donné 10 minutes, je vais les prendre. Ah. Oh, il n'y a qu'une seule couleur, quel dommage. Ah, je me retrouve à l'école.
s'il y avait une évacuation. Ouais, je préfère faire ça. Alors, je suis un citoyen. Oh, micro, ça marche? Bon, sinon je prends. Ça va? C'est bon, merci. Ça va dans la poche, merci. Oui, citoyen quelconque qui essaye de comprendre, avec mon copain Marcus Noll, les fondements de notre crise. Celui de la diversité et des ressources qui s'effondrent, c'est très compliqué. Par contre, le climat, c'est tout simple. Je vous l'explique. La température monte. Oups! Ça, c'est la température, ou plutôt la façon dont la température depuis peu de temps augmente. Alors, elle est partie comme ça. Voilà. Depuis 1970, oh, c'est un micro. Depuis 1970 à peu près, ça monte d'une manière très très claire et très bien droite. Maintenant, on est en 2020. Évidemment, on aimerait savoir ce qui se passe après. Et quand on a une courbe comme ça, les scientifiques adorent ça, ils essayent de comprendre quelle est la loi qui fait ceci. Eh bien, un peu de mathématiques, et c'est une exponentielle. C'est une magnifique exponentielle qui commence dans les années 1900 ou 1890 et qui monte, c'est-à-dire qu'elle monte toujours dans les mêmes proportions. Elle double, cette montée depuis ce moment-là, double tous les 30 ans. Maintenant, on a déjà pris 1,2 degré. Dans 30 ans, on sera à 2,4 degrés. Dans 10 ans, on aura passé le 1,5 degré qu'on aimerait tenir, 2030. En 2040, on aura dépassé le 2 degrés. Et à la fin du siècle, on aura dépassé les 8 degrés. 8 degrés, c'est ridicule. Ça ne peut pas être. 8 degrés, c'est il y aura une bande au nord, Sibérie, Canada, etc., Finlande, où on pourra bien vivre. Il y aura, au sud, il n'y a pas grand-chose. Il y aura la pointe de l'Amérique du Sud qui sera encore vivable. Le reste, ce sera une immense steppe où on crève. Voilà ce qu'il y a 2004, à la fin du siècle prochain. Comme mon petit enfant aura mon âge. Ça ne va pas, c'est dégueulasse, c'est pas possible. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ah, merci. Oh, merci beaucoup. Quelle chance. Maintenant, il y a des gens qui disent que ça, c'est dû à l'augmentation du CO2. Alors, regardons, remettons sur notre graphique maintenant, non pas la température, ici c'était l'anomalie de température. Maintenant, nous allons mettre l'anomalie de CO2. Parce que du CO2, il y en avait déjà bien avant, mais tout à coup, ça s'est mis à remonter. Puis on étudie cette augmentation. Vous savez ce que c'est, cette courbe? Eh bien, c'est exactement la même que celle-ci. C'est la même courbe. C'est une exponentielle magnifique qui double tous les 30 ans. Vous croyez que c'est par hasard? Ils ne sont pas tombés sur la tête, ceux qui disent que l'augmentation de température vient de l'augmentation du CO2. Ah? On a donc cette relation intéressante. L'augmentation du CO2 est directement reliée à l'augmentation de la température. Une relation directe, proportionnelle, magnifique. Hop! Puis il y en a qui disent, alors on se pose la question, alors pourquoi le CO2 augmente? Il y en a qui disent que c'est parce qu'on brûle tellement de carbone qu'on a été tiré du fond de la Terre où il s'était stocké depuis 200 millions d'années. Alors on regarde cette fois la courbe,
de la consommation du carbone fossile. Vous avez compris? Eh bien oui, c'est exactement ça, et ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres les plus officiels que l'on trouve dans les meilleurs rapports. Eh bien la courbe, elle est comme ça. Eh bien, je vous dirais que ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, parce que nous avons cette relation formidable. L'augmentation du carbone face fossile produit l'augmentation du CO2, qui produit l'augmentation de la température de manière linéaire, tout droit, sans pinaillage. Eh bien, pour arrêter, si on veut stopper celui-là, eh bien, ça va, on stoppe celui-là. Il suffit d'arrêter le carbone fossile. Bon, d'accord, je simplifie un tout petit peu. Monsieur Longet, tout à l'heure, disait qu'il pourrait y avoir des choses plus compliquées. Vous comprenez, si par hasard, ici, cette augmentation de température fait que la glace du pôle diminue. À ce moment-là, la température augmente parce que le soleil éclaire plus, pose son énergie dans la mer. Ups! Et là, vous avez cette ennuyeuse situation. Ups! Là, l'augmentation de température produit l'augmentation de température, ou bien autre. L'Amazone brûle. L'Amazonerie brûle. L'Amazone brûle, oui. Là, ben, vous avez la même chose. Vous avez le CO2 qui est produit ici par celui-là, ben, qui va produire, hop, qui va faire un cycle, ou bien l'augmentation de la température augmente les feux, et de ce fait, augmente le CO2 qui augmente ceci. On va envoyer ces emballements. Pour le moment, les trois courbes sont superposées. Ça veut dire qu'on n'a pas échappé à cette gentille linéarité. On est encore dans une situation où on peut se sauver. Je ne sais pas pour combien de temps. Voilà. C'est presque fini, mais je vous pose encore une question. Mais pourquoi est-ce que ceci croît d'une manière exponentielle? Pourquoi brûle-t-on chaque année dans l'augmentation de combustion, de l'utilisation des combustibles fossiles? Pourquoi augmente-t-elle chaque année dans les mêmes proportions? Ils sont fous, ces gens. Ben pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez-y. Eh bien, la réponse, moi je ne suis pas un économiste, mais ça ne peut être que ça. C'est notre société, c'est notre système économique qui exige cette croissance. La croissance de notre économie, c'est ça qui produit ça. D'où, si on veut, on n'arrivera pas à couper ça comme ça. Il faut changer le système économique. Vous avez vu? Voilà ce qu'avec mon ami Marcus Noll, on a compris. C'est pas compliqué, c'est tout simple. On n'échappe pas à la conclusion, il faut sortir de notre système économique. Voilà, c'est mon mot de la fin, je vous remercie. C'est pas très grave, hein? Merci. Merci. Voilà, c'est fini. Hein? Je vous remercie, professeur. Je crois qu'effectivement, l'essentiel, vous l'avez dit, il faut sortir de cette utilisation. Je vous annonce maintenant Monsieur Charles Nouveau. Humoriste, faisant partie du Grand Genève, parce qu'il est lyonnais. Bonsoir. Est-ce que vous avez besoin du micro? Volontiers, oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Je sais pas si j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne saviez pas que j'allais intervenir. Me voilà. Comment rester en dessous du 1,5 degré d'augmentation? Eh bien, manifestement, en ne chauffant pas cette salle. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, on se les gèle depuis tout à l'heure. Avant que je commence vraiment mon intervention, par applaudissement, histoire que je me situe, qui ici, vous allez voir, on va rigoler, en toute franchise, par applaudissement, ne me connaissait absolument pas avant maintenant? Toujours un grand moment d'humilité.
Hein, vous voyez dans les émissions télé quand Michel Drucker demande aux humoristes « Mais à vos débuts, ça n'a pas toujours été », c'est ce que je suis en train de vivre. Bienvenue dans ma backstory. Mais du coup c'est cool, ça veut dire que c'est une opportunité pour nous tous qui sommes là, ça veut dire que c'est la première fois que vous me voyez, c'est toujours particulier les premières fois, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on est un petit peu nerveux. J'ai l'impression de reperdre ma virginité avec vous là en fait, sauf que cette fois c'est cool, c'est Alternatiba qui a payé. On est le 26 septembre, c'est l'anniversaire de Matt Pokora aujourd'hui, pour ceux qui ne le saviez pas. Matt Pokora pour moi c'est un petit peu l'équivalent musical de l'UDC. Ouais, dans la musique, quand tu demandes aux gens, tout le monde te dit que c'est de la merde et qu'ils n'écoutent pas, mais après il est quand même disque d'or, donc je comprends pas comment c'est possible. Ça c'était une blague pour me mettre les gens de gauche dans la poche, dans la salle. Ouais, à la base, Alternatiba voulait Thomas Wiesel pour cet événement, et puis ensuite ils se sont rendus compte que ça allait faire un peu incestueux quand même, et puis trop cher aussi pour le budget du festival. Parce que ouais, Thomas Wiesel, vous pensez qu'il va à des événements de droite pour aller leur taper dessus, mais pas du tout, c'est juste qu'il paye mieux que les événements de gauche. En parlant de people, je prends quand même la parole juste après Monsieur Jacques Dubochet, qu'on peut rapplaudir, je pense. C'était... Wow, c'est quand même quelque chose. Prix Nobel de chimie. Un jour, j'ai fait une chronique sur France Inter où j'ai dit que vous étiez, avec beaucoup de patriotisme, j'ai dit que vous étiez prix Nobel de physique. Et je m'en excuse, mais c'est pas de ma faute, c'est juste que j'ai fait l'école obligatoire en France. J'ai vu que cette année, le prix Nobel de la paix, parmi les favoris, enfin parmi les personnes nommées, il y avait Poutine et Donald Trump. Ouais, comme quoi 2020 c'est vraiment une année marrante. J'ai l'impression que si l'un d'entre eux, vu l'ensemble de leur œuvre, obtient le prix Nobel de la paix, c'est comme si vous aviez eu votre prix Nobel de chimie pour avoir mis un Mentos dans une bouteille de coca, quoi. C'est un peu, ça me paraîtrait un petit peu incohérent. Vous connaissez Thomas Wiesel, Jacques Dubochet? Thomas Wiesel, vous le connaissez? Non, pas. Ah, parce que j'ai l'impression que vous vous entendriez bien avec lui, parce que vous aviez l'air de bien vous entendre avec Greta Thunberg. C'est des personnalités similaires. Il y a des gens qui pensent que Greta Thunberg, elle est pas très chaleureuse parce qu'elle est Asperger. Moi, je pense que c'est juste parce qu'elle est suédoise, en fait. Hein. Mais j'en ai marre d'ailleurs qu'à l'étranger, les gens confondent la Suède et la Suisse. Honnêtement, je sais pas vous. Faudrait leur dire une fois pour toutes que la Suède, c'est là où les gens fabriquent des meubles pas finis. Et la Suisse, c'est là où ils déménagent une fois qu'ils ont vendu beaucoup de meubles pas finis. Moi, j'ai fait un Erasmus en Suède, en l'occurrence. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. J'allais conseiller aux jeunes de faire un Erasmus s'ils avaient l'opportunité de le faire, avant que l'UDC interdise ça aussi. L'Erasmus, c'est super quand tu rencontres plein de gens, tu ramènes plein d'anecdotes, tu ramènes plein de langues étrangères. Quand tu fais ça très bien, tu ramènes des maladies. Et moi, j'ai eu le bonheur de faire ça en Suède, c'est vrai. Jag gillar att stå på skrivborden. Comme ça, j'aurais pas chopé l'hépatite C pour rien. J'ai été à l'université ici, en l'occurrence. C'est pour ça que je suis OK avec ceux d'entre vous qui vous levez pour partir, parce que j'estime que c'est le karma par rapport à mes années d'étudiant à l'université de Genève. Moi, le premier jour dans cette université, d'ailleurs, je crois que c'était dans cet amphi, mon premier cours à l'université en 2008. Le premier jour ici, j'ai fait une constatation déterminante pour le reste de mon parcours académique. Le premier jour dans cet amphithéâtre, j'ai réalisé: ah, vous faites pas l'appel en fait. Et ça, c'est une grosse influence sur les années qui ont suivi. Je vais pas vous mentir, c'est assez vrai. Des fois, je reviens pas souvent ici, à part pour des événements comme celui-ci, où des fois je viens, j'avoue, avec un peu de culpabilité, des fois je reviens pour utiliser les toilettes de l'université. Ouais, parce qu'ils sont quand même assez bien maintenus. Je trouve que la seule différence entre les toilettes de mon époque et de l'époque d'aujourd'hui à Unimail, c'est dans les graffitis. Les graffitis ont vachement évolué. Avant, c'était des trucs assez, des grands classiques du style c'est la faute des juifs, des choses comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des trucs du style l'interventionnisme de Barack Obama en Afghanistan est le fruit du réalisme américain. Enfin, c'est des pavés énormes. Il y a des graffitis avec des notes de bas de page maintenant dans les toilettes de l'Unimail. Je trouve ça assez impressionnant. J'ai peur de ne pas tenir le timing qu'on m'a donné parce que je devais faire 20 minutes, puis j'ai calculé en fait que j'aurais plus de rire, donc ce sera peut-être un peu plus court.
Je suis navré pour ça. Mais je suis content d'être à Genève, honnêtement, parce que j'ai pas beaucoup l'opportunité de jouer ici. Quand on est humoriste en Suisse romande, vous le savez, on est amené parfois à jouer dans des petits patelins, dans le Jura, vers Fribourg, vers Neuchâtel. Et là, enfin, je joue a priori devant beaucoup de citadins. Et ça fait plaisir de jouer devant des citadins. Ça fait que si je parle un peu vite ou un peu différemment, vous arrivez à suivre. Ouais, parce que quand tu joues à Fribourg, Neuchâtel, tout ça, tu commences un sketch par ouais, putain, je kiffe pas trop les mecs chelous. Il y a tout le premier rang qui fait tac, ça y est, on va rien comprendre de tout le spectacle. Donc ça fait plaisir d'être à Genève. D'autant plus que quand je suis à l'étranger, je dis que je suis genevois, figurez-vous, alors que comme l'a dit Madame la modératrice, je viens de vers Nyon. Mais ouais, mais quand tu es à l'étranger, tu dis que tu viens de Genève, c'est normal. Hein, quand les gens te demandent Where are you from, tu dis pas Do you know Coppet? Non, c'est un petit peu délicat. D'ailleurs, en parlant de mon canton d'origine, il y a des Lausannois dans la salle. Voilà, ils font pas trop les malins, apparemment. Il y a les Lausannois, en général, ils sont très revendicateurs quand ils parlent à des Genevois. Ils sont très fiers de venir de Lausanne. Un de leurs fleurons, d'ailleurs, puisqu'on parle d'écologie aujourd'hui, un des trucs dont ils sont très fiers, c'est leur métro, évidemment, à Lausanne. Vous êtes tous déjà allés, je pense, dans ce métro où il y a des sons dedans. C'est un système très sophistiqué que les autorités vaudoises ont mis en place, où ils ont attribué un son différent à chaque arrêt, pour qu'on puisse différencier les différents arrêts. Et moi, je trouve ça dingue, parce que je pensais que les mots, ça servait déjà à ça, en fait. Du coup, des fois, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas pareil dans les TPG, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des sons dans le tram, vous savez, des sons iconiques, hein, du style prochain arrêt, école médecine, hein, ou encore prochain arrêt, navigation. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens du monde de la finance dans la salle, j'aurais eu un plus gros rire à celle-là, je pense. Qu'allais-je vous dire d'autre? Il y a les votations demain, tout le monde a voté? Ouais. Ah, voilà, super. Il y a 4 personnes qui ont un sens civique dans la salle. On va sur quoi on vote déjà? Moi, j'ai pas voté. Je vais demain matin à l'hôtel de ville pour faire ça. On va avoir des nouveaux avions ou pas? Vous pensez? Non, vous pensez pas? Ouais. En même temps, je sais pas. C'est tellement petit la Suisse. Je comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir des avions de chasse. Avoir des avions de chasse en Suisse, c'est comme faire du vélo dans un 2 pièces et demi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, l'espace va devenir un problème pour l'utiliser ça correctement. Mais il paraît que c'est important qu'on ait des avions de chasse pour qu'on puisse réagir en cas d'invasion. Hein, en cas d'invasion pendant les horaires de bureau, apparemment. Ça, c'est important. Ça me fait penser, vous vous rappelez les attentats en France en 2015, quand il y avait un des petits événements qu'il y avait eu, c'était ces mecs dans le... En fait, votre micro, il est encore allumé, donc quand vous parlez, quand moi je parle, les gens l'entendent. Et quand vous parlez, quand moi je parle, j'ai l'impression d'être un prof d'histoire géo. Voilà. Et j'ai envie de confisquer des objets. Et malheureusement, vos jus de fruits sont déjà terminés. Où en étais-je? Ouais, ça me fait penser ces histoires de l'armée suisse quand il y a eu les attentats en France en 2015. Et il y avait ce truc complètement dingue, vous savez, dans le TGV qui reliait Paris à Amsterdam. Il y avait les mecs qui avaient essayé de tenter un attentat dans un wagon où il y avait 2 GI américains en vacances qui avaient pu intervenir. Le manque de bol absolu, hein, pour les djihadistes. Et moi je trouve ça fou parce que Clint Eastwood, il a fait un film là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez vu les affiches du film, il avait marqué « Des personnes ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires ». Et je me suis dit, mais là, il manque une ligne, Clint, parce que c'est quand elles sont formées par l'armée américaine, quand même. Hein, parce que dans d'autres circonstances, je ne sais pas comment vous et moi on aurait réagi. Et justement, je me suis dit, vous imaginez si c'était des militaires suisses dans ce train, en vacances, tu vois, avec les mecs qui sont là, tout le monde est mort là! Non, mais c'est-à-dire que moi, à la base, je suis graphiste, en fait. Donc, ça n'aurait pas du tout été la même ambiance, je pense. Congé paternité, ça a passé ça, vous pensez? Ouais, sans problème. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, parce que j'ai pas d'enfant, donc j'ai du mal à en pâtir avec la problématique. Alors, c'est bon pour la planète, hein, paraît-il, ne pas faire d'enfants. Ça me fait marrer d'ailleurs. C'est le nouveau truc à la mode de dire qu'il faut faire moins d'enfants pour sauver la planète, alors que la planète part tellement en couille aujourd'hui que les enfants sont obligés de manifester pour essayer de la sauver. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dans la rue avec des pancartes, et nous, on est là en train de leur dire oui, mais c'est ta faute, Capucine. Voilà, c'est pour ça comme ça. Ouais, c'est pour eux qu'il faut sauver la planète aussi. Moi, j'ai pas d'enfants, c'est pas pour sauver la planète, c'est juste que j'ai des neveux que je garde régulièrement et qui m'encouragent à ne pas avoir d'enfants. Par applaudissement, qu'il y a des enfants dans la salle.
Ok, d'accord. How dare you. Très bien, vous avez l'air très heureux d'en avoir en tout cas. Si jamais je posais la question, parce que je fais aussi du babysitting à côté. Moi j'ai un conseil pour les parents qui êtes dans la salle, qui êtes manifestement pas trop fiers d'avoir des gamins, mais ceux d'entre vous, les quelques-uns qui avaient réagi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des conseils quand même. Je pense qu'il faut arrêter de montrer des photos de vos gosses à vos collègues. Ouais, il faut aussi arrêter, si vous le faites, de montrer des photos de vos collègues à vos gosses, c'est un autre problème. Ça, c'est Cathy de la compta, ils s'en foutent, vraiment. Mais nous aussi, on s'en fout un petit peu. C'est pour ça qu'il faut arrêter de nous les montrer. Vous savez quoi, je pense que le seul moment où ça vaut vraiment la peine pour montrer les photos des enfants, c'est quand les enfants sont très très moches. Vraiment. Ouais, parce que là, tu leur fais un cadeau au bureau. Là, ils peuvent te regarder avec un immense sourire et faire « Oh, vous ressemblez tellement !» Et ça, c'est pas désagréable, on est d'accord. Moi, je pense que ma génération, on est déjà une génération assez dorlotée. Je vois qu'on n'est pas tous de la même génération dans la salle. Ça se voit à la colorimétrie de certaines chevelures. Mais moi, ma génération, on est déjà une génération très dorlotée. On est plusieurs de ma génération dans la salle, je vous vois quand même. Je sais pas vous, mais moi, je me rappelle de certains cacas après lesquels j'ai été applaudi. Hein. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui, ceux pour lesquels on se bat, ceux pour lesquels on essaye de sauver la planète, on les a un petit peu trop dorlotés, je pense. Un peu trop de feedback positif. C'est une génération qui a des médailles pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe. Je pense qu'il ne faut pas mettre les enfants sur un piédestal. C'est dangereux par moment. Et je pense qu'il faut les remettre à leur place de temps en temps aussi. Moi, quand un de mes neveux dit quelque chose comme moi, plus tard, quand je serai grand, je vais être astronaute. Et ben, mon frère, c'est son devoir en tant que père de dire à son fils, eh ben, tu sais quoi, si tu y crois vraiment et que tu travailles dur, dans la vie, tu peux accomplir n'importe quoi. Mais je pense aussi que c'est mon devoir, en tant qu'oncle, de leur dire « Prévois un plan B quand même. » Non mais je t'ai vu compter, c'est chaud. C'est pour toi. Que vous racontez d'autre? Moi j'ai vu un truc en parlant d'enfants, parce que c'est vrai que les enfants, non seulement on se bat pour eux, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils nous inspirent non seulement dans nos combats, mais aussi dans notre humeur, je pense. Il n'y a rien qui porte en soi plus de joie de vivre qu'un enfant. Je sais pas ce que vous en pensez. Et les enfants, ça rit tous les jours, en moyenne, 3 fois plus qu'un adulte. 3 fois plus. Et ma théorie là-dessus, c'est que c'est parce que c'est jamais eux qui payent, en fait. Moi j'adore essayer de faire rire les enfants quand j'en vois dans le bus, dans l'avion, dans le métro, mais c'est dur, c'est dur. Souvent les blagues sur le nazisme par exemple, ils n'ont pas la référence. C'est dommage. Moi j'ai vu un truc très mignon on retourne dans les transports publics, dans le métro parisien d'où j'arrive, je suis venu aujourd'hui pour faire ça. J'ai vu un truc très mignon dans le métro à Paris, je suis monté dans le métro en même temps qu'un jeune couple de trentenaires, il n'y a pas longtemps. Jeune couple de trentenaires, ça se voyait, ils s'aimaient encore. Et, ils sont rentrés dans le métro avec une poussette, avec un bébé dedans, parce que sinon c'est bizarre. Et à peine rentrés dans le métro, le papa et la maman ils sont accrochés comme ça à la barre du métro, et je regardais dans la poussette le petit, comme ça par curiosité, et je le regardais regarder ses parents comme ça. Et je l'ai vu avoir l'idée en regardant ses parents de lui aussi tendre ses petits doigts pour s'accrocher timidement à la barre du métro, et là je me suis aperçu, oh, c'est tellement mignon. Ça se trouve, c'est la première fois qu'il fait ça, je viens de le voir apprendre en imitant ses parents, c'est un peu une métaphore de la vie, quelque part. Et au moment où je me suis dit ça, tout d'un coup, j'ai vu le petit qui a fait... Et je pense que cet enfant est mort, voilà. Mais il avait l'air heureux pendant ces dernières minutes d'existence. Et là, en plus, je vous parle d'un truc pré-Covid. Hein, c'est juste que Paris, enfin vous voyez ce que c'est. Hein. Paris, quand tu arrives là-bas, tous tes potes qui sont vraiment parisiens, ils te survendent la chose, ils te disent Paris, capitale de la culture, capitale de la mode, capitale de l'amour. Et toi, t'as quand même 36 heures d'émerveillement seulement avant de réaliser que mais ça sent quand même vachement la pisse. Hein. On va pas se mentir. Cette année justement, on en parle des circonstances un peu exceptionnelles et donc un peu difficiles pour ce festival Alternativa. Pas à cause du Covid, hein, mais juste parce qu'il a plu toute la semaine. Ça devait être sympa, le parc des Bastions et tous les stands là-bas. Le parc des Bastions, d'ailleurs, moi ça m'a toujours fait marrer, où il y a, vous savez, il n'y a pas juste le mur des réformateurs au parc des Bastions, juste au-dessus, il y a le banc le plus long du monde. Voilà, on a vraiment besoin de plus de monuments à Genève, je pense. Nos monuments, c'est voilà, parmi nos monuments les plus iconiques, on a un banc trop long et une chaise à 3 pieds. C'est bien. On a du mobilier un peu bancal en l'occurrence. Et
puis c'est dangereux en plus, un banc comme ça, si comme moi tu as grandi en jouant trop à Tony Hawk Skateboarding, étant plus jeune. Voilà, ça c'était une blague pour les 5 jeunes de la salle. Mais je suis à mauvaise langue quand même, parce que Alternatiba, chaque année, c'est 1500 visiteurs de plus que l'année précédente. Et c'est quand même pas mal. Moi je trouve que vous devriez faire une collab avec le Servette FC pour essayer de les aider un peu en la matière. Parmi les petits couacs qu'il y a eu cette année, il n'y a pas eu que le Covid, il n'y a pas eu que la pluie. Malheureusement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une conférence sur la finance éthique vendredi à laquelle n'ont pas participé des représentants des banques privées genevoises. En même temps, c'est un peu de votre faute, vous avez mis le mot éthique dans le titre, donc il ne faut pas s'étonner non plus. Ça, c'était une blague pour Le Courrier, si jamais, ça fait plaisir. Le Courrier dont la bannière rouge est imprimée directement avec du sang de trader, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vrai. Moi, mon père, il était trader en matières premières, et je comprenais pas bien. Un jour à l'école, quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, on nous a demandé de parler du métier de nos parents, et moi je savais pas ce qu'ils faisaient mes parents, donc j'ai demandé. Et mon père, il m'a expliqué qu'il était trader en matières premières, je savais pas ce que c'était, il a essayé de m'expliquer comme on explique à un enfant de 6 ans. Il m'a dit, bah tu vois Charles, j'achète une barre de chocolat dans un pays pour 1 franc, et ensuite je la revends dans un autre pays pour 2 francs. T'as compris? J'ai dit, ouais, j'ai compris, t'es un connard, en fait. Ah, c'est ça? Voilà. Le petit Charles a découvert le capitalisme en 1996. C'était comme ça. L'une des grandes causes du réchauffement climatique, du coup, hein, le capitalisme, on l'aura compris, ça a été suffisamment dit, mais il n'y a pas que ça. La viande aussi. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui n'en mangeaient pas dans la salle. À mon avis, on est un peu sur le public cible là. Ouais, j'avais vu monsieur. Mais bon, il y en a peut-être d'autres. Le problème, et on le sait tous ici, hein, que le monde se porterait mieux si on arrêtait de manger de la viande, c'est vrai. Après, le problème, je vais pas vous mentir, c'est que la viande, c'est délicieux. Hein, c'est aussi ça le problème. Mais on le sait, non mais je sais monsieur, je sais, l'élevage c'est l'industrie qui consomme le plus d'eau à travers le monde, c'est la deuxième industrie qui en pollue le plus, ça correspond à 80% de la déforestation amazonienne, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'ensemble des transports à travers le globe, et qu'on soit bien clair, moi je vais pas arrêter. Mais je me dis que si ce soir j'arrive à vous convaincre, vous tous, ça compense largement le fait que moi je continue, d'accord? Donc pensez-y, faites un geste... pour la planète. Vous pensez peut-être que je manque d'empathie, et vous avez sûrement raison, hein, c'est vrai, vous l'aurez remarqué. D'ailleurs, je terminerai en vous faisant une réflexion. On a beaucoup parlé du réchauffement climatique aujourd'hui. Moi, on parle de nos hivers qui sont de plus en plus chauds. Ça a été évoqué dans cette table ronde, ça a été évoqué pendant la table ronde précédente aussi. Et moi, je vous avoue que des fois, quand j'y réfléchis, je me dis, ouais, pour moi, les hivers chauds, c'est un petit peu comme se laisser lécher les testicules par ton chien. Non mais si, non mais dans la mesure où, au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave. Mais c'est pas désagréable, quoi. Pardon, j'ai un flashback. Vous voyez, comme vous, j'aime les animaux. Heureusement qu'il y a des gens qui défendent mieux la planète que moi, en tout cas, comme les organisateurs d'Alternatiba, qui reviendront l'année prochaine et que je vous propose, pour terminer, d'applaudir. Merci beaucoup. Je vous remercie. La prochaine fois, vous saurez qui est Monsieur Charles Nouveau, puisque vous l'auriez déjà vu. Il y aura moins d'applaudissements, du coup, de départ. Et je transmettrai votre blague au Courrier, qui malheureusement a dû s'excuser aujourd'hui, la journaliste du Courrier, car elle a eu un imprévu. Et j'ai dû la replacer au pied levé, et j'espère que vous êtes indulgents sur la manière dont j'ai fait les choses. Parce que... Je remercie beaucoup Monsieur Jacques Dubouchet. Merci beaucoup Madame Frédérique Perler. Merci Monsieur Philippe de Rougemont. Merci Monsieur Grégoire Chamba. Et merci beaucoup Monsieur René Longet. Et nous nous retrouverons certainement l'année prochaine. Mais surtout... de très très rapidement. Oui, un instant, nous nous retrouverons certainement l'année prochaine, mais malheureusement pour les questions, j'allais venir, on a vraiment
plus de temps parce que le temps a été dépassé. Alors, à moins que l'organisatrice m'autorise à prendre quelques questions, je ne pourrai malheureusement pas vous donner la parole. Madame l'organisatrice. 3 minutes ou 3 questions? 3 questions.